ce nouveau numéro d'enquête et magazine sur la RTC au Katanga. Nous sommes, on vient de le voir, à la division des affaires sociales du Haut-Katanga. Nous allons exactement parler de la situation des enfants à rupture familiale. Dans ce bureau, nous aurons à être reçus par deux grands bureaux. Il s'agit du bureau de la protection sociale des enfants et le bureau de l'enseignement non formel. Je vous invite à être attentifs à cet épisode d'enquête et magazine sur votre chaîne. Mesdames et messieurs, comme annoncé en début de cet épisode d'enquête et magazine, nous sommes reçus au bureau de la protection sociale des enfants et nous serons reçus par M. Willy Kadempa qui est le chef de ce bureau, à qui nous disons bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui. Alors on a promis aux téléspectateurs et auditeurs de la RTC qu'on va aborder cette semaine la situation des enfants à rupture familiale. Ici avec vous, nous savons que c'est en 2017 que cette situation a pris l'ampleur dans la ville de Lubumbashi. Nous voulons savoir comment est-ce que vous gérez ces enfants de cette période 2017 jusqu'en 2023. Merci pour la question. Nous sommes un service technique du gouvernement provincial. Nous dépendons du ministère provincial de la Santé, Affaires sociales et Action humanitaire. Le phénomène enfant à rupture familiale prend de plus en plus de l'ampleur et en 2023, il y avait un rapport d'enquête qui était sous notre supervision et conduite par le professeur Norbert Lupichiwa Numbi, professeur ordinaire de l'université de Lubumbashi, qui y avait conduit une étude face au problème de protection des enfants et jeunes adolescents en situation de rupture familiale dans la ville de Lubumbashi. L'UNICEF avait appuyé cette étude pour nous permettre de cerner les problèmes et identifier quels sont les besoins des enfants, qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui peut être fait aussi bien par le gouvernement que par le partenaire. Et cette étude avait permis de comprendre qu'il y a plus d'enfants, mais d'autres enfants n'avaient pas accepté à participer à l'enquête, mais nous avions identifié 1230 enfants qui avaient accepté. Là, c'est en 2023. En 2023. Ou c'est depuis 2017? Non. 2023 seulement. En 2023, c'est alors qu'on a des statistiques récentes. Mais bien avant ça, il y avait une autre étude, toujours par l'université de Lubumbashi. Et depuis ce temps-là, ça ne faisait que prendre de l'ampleur. Maintenant, ce que nous faisons, nous, en tant que division, nous sommes une coordination provinciale et nous travaillons aussi bien avec les organisations de la société civile, entre autres. Il y a des structures salésiennes, comme les œuvres Maman Marguerite, qui ont une grande couverture d'accueil des enfants. Vous avez Makanja Centre, vous avez Magone et vous avez d'autres maisons. Et il y a aussi des privés, et aussi l'église méthodiste, mais aussi des privés. Et ce que nous faisons, nous, en tant que l'État, nous donnons le cadre légal et nous donnons les standards pour accompagner les enfants. Et au niveau national, on avait élaboré les normes et standards de prise en charge des enfants vulnérables, qui est comme des lignes directrices pour accompagner les enfants. Mais nous tenons aussi des réunions
aussi bien avec ceux qui appuient, puisque parmi les partenaires qui nous appuient, il y a l'UNICEF, il y a aussi d'autres organisations internationales, mais nous donnons les normes, mais par moment, nous aussi, dans certaines activités, nous accueillons les enfants. Après l'accueil de ces enfants, ceux qui acceptent de poursuivre le processus de réintégration, nous les plaçons dans des centres d'accueil. Et puis, l'expérience de ces 3 ans, nous avions signé des contrats sociaux avec l'INPP, et les enfants qui étaient en situation de rue étaient orientés vers l'INPP, placés dans des structures. Et nous, on avait seulement comme responsabilité de coordonner ce que nous appelons, avec l'avancée du travail social, nous collaborons avec les travailleurs parasociaux. Le gros de ces travailleurs parasociaux, ce sont des ex-enfants de rue qui sont devenus adultes, qui ont un crédit vis-à-vis de ces enfants-là. C'est eux qui identifient ces enfants. Ils avaient suivi quelques formations pour comprendre la protection des enfants. Et c'est eux, les travailleurs parasociaux, qui accompagnent les enfants vers l'INPP et qui les suivent aussi bien dans les centres que dans des foyers autonomes. Certains enfants, compte tenu de la vie de la rue, ne préfèrent pas rester dans des centres. Nous les avons dans la rue. Oui, au lieu de les laisser dans la rue et aller vers les centres, nous les avions regroupés par 5, avions payé leur logement et ils étaient regroupés dans ce que nous appelons les foyers autonomes, sous la supervision de ces travailleurs parasociaux, et ils quittaient Les anciens enfants de la rue. Oui, qui sont des anciens enfants de rue et qui ont suivi une certaine formation. Nous les appelons para-travailleurs sociaux parce qu'ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas fait des études supérieures, même des études secondaires. Et c'est avec eux que nous avions collaboré pendant ces 3 dernières années avec l'expérience de l'appui de l'UNICEF. Alors, le volet éducation est coordonné par les collègues de l'éducation non formelle, et c'est lui qui supervise les centres d'éducation non formelle, et il travaille en collaboration avec la formation professionnelle qui a le mandat sur l'accréditation Bien, des brevets. avant d'aller dans ce bureau-là, donc aussi vous dites que vous n'avez pas des statistiques exactes de 2017 et 2024. C'est difficile de ces statistiques. Mais est-ce que ces enfants-là que vous avez ici, il n'y a pas moyen qu'on puisse voir dans quelle mesure ils sont logés aussi? Actuellement, Oui, actuellement, l'expérience passée, les enfants ont été orientés vers les œuvres Maman Marguerite, sous la supervision de... Nous avions signé un contrat social avec Bakanja, les centres Bakanja plaçaient ces enfants aussi bien à Jacaranda, pour ceux qui ont fait la filière agricole, et d'autres à Bakanja Centre, et dans les tout petits étaient placés à Gareli, à Kipouche. Une dernière question, parce que puisque vous êtes chef de bureau de la protection sociale des enfants, mais ces enfants qu'on voit au tunnel, sur les avenues qui veulent là, qu'est-ce que vous faites pour les prendre et les rendre utiles à la société? Parce qu'ils sont toujours là. Ouais. Procédez comment pour eux? Donc, nous, en tant que service, nous collaborons
pas seulement avec le privé, même le centre Moukouni relève des activités de protection de l'enfant. Et au stade actuel, accueillir tous les enfants en situation de rue, ça demande un budget. Et nous, on est service technique de l'État indépendant du ministère. Nous faisons des rapports au ministère. Et même les actions au niveau de sécurité qui se réalisent, c'est le gouvernement provincial et nous, on est technique. Mais il faut se dire que accepter un projet d'accompagnement nécessite aussi la décision de la personne. L'étude a démontré que certains enfants n'acceptent pas de rester dans les centres parce que la rue à Lubumbashi paye mieux que la vie de certains enfants à la cité. Ce qui fait que... Donc même le métier des pickpockets, qui font la rue, ça paye mieux qu'être... Non, la vie sur la rue à Lubumbashi. Parce que la vie sur la rue, il n'y a pas que le vol. Il y a plusieurs activités que les enfants développent en dehors des activités criminelles. En dehors des activités criminelles. Et pour l'autorité, c'est la sécurisation. Mais pour les enfants, c'est la vie. Il y en a qui quittent des maisons pour venir sur la rue, trouver la vie de la rue et retourner en famille. Puisque sur la rue, il n'y a pas que les enfants qui passent dehors. Il y en a qui viennent sur la rue et qui retournent dans leur résidence. Bon, merci. Donc, à présent, avec votre autorisation, on va voir le bureau chargé de la formation des enfants. Tout à fait. Merci. Merci. Alors, cette étude a... Bien, comme promis, après le bureau de la protection sociale des enfants, nous sommes dans le bureau de l'enseignement non formel, bureau tenu par M. Germain Momat Ouamivula, qui nous reçoit et à qui nous allons tout bonnement dire bonjour, M. Germain. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous nous expliquez d'abord ce que vous entendez par enseignement non formel dans ces bureaux spéciaux? Merci pour la parole. C'est-à-dire, ici chez nous au Congo, nous avons trois sortes d'enseignements. Nous avons d'abord, le premier enseignement, c'est l'enseignement formel. Dans l'enseignement formel, vous avez l'EPST, il y a ici, enseignement supérieur et universitaire, il y a EFAM, il y a une nouvelle division qui est créée récemment. Ils sont dans l'enseignement formel. En ce qui concerne l'enseignement non formel, ça relève du ministère des Affaires sociales. C'est là où il y a les rattrapages scolaires, il y a l'alphabétisation, il y a les CAP, les centres d'apprentissage professionnel. Troisième enseignement, c'est l'enseignement spécial pour les sourds-muets. C'est là où il y a, il y a l'Institut Nourou. Vous verrez là, même si vous avez l'habitude de suivre la télévision, il y a quelqu'un là-bas qui vous parle, parce qu'ils ont leur méthode braille. C'est ça l'enseignement spécial. Voilà. Ça, c'est géré par votre bureau ici. Quoi? Tout ça est géré par ces bureaux. Non, l'enseignement non formel, c'est une division, un ministère à part. Ils ont leur ministre. Donc c'est l'enseignement, et c'est l'EPST. L'EPST là, nous, on est vraiment différent avec l'EPST. Mais nous collaborons dans le sens que, parce que nous tous, nous avons un seul objectif. Un seul objectif, c'est-à-dire de réinsérer l'insertion des enfants qui n'ont jamais été sur le banc de l'école. Voilà notre rôle. Très bien. En l'âme de la collaboration, comment faites-vous pour collaborer avec l'EPST? Donc, l'EPST, on collabore
d'aller dans la formation, parce que dernièrement, il y avait un organisme international qui formait Accélère. Accélère, vous voyez, j'ai des histoires là-bas, ça accélère. Parce que c'est un projet de lycée. Donc, Accélère, qu'est-ce que Accélère faisait? Il regroupait les enseignants de l'EPST et nos éducateurs à nous. Parce qu'il y a une différence entre l'EPST et Affaires sociales. Parce que là, à l'EPST, ici chez nous, il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a que des éducateurs. Bon, il n'y a pas de professeurs. Il n'y a que des éducateurs. Il y a une différence entre les professeurs et éducateurs. Donc enseignant, c'est lui qui est vraiment chargé pour les enfants de bas âge là, pour les orienter. Mais pour nous, il y a les enfants, les gens là qui ont déjà dépassé l'âge. Il faut les apprendre maintenant pour qu'ils soient utiles dans la société, l'intégration dans la société. Voilà ce qu'il fait. Maintenant, vous venez de me poser la question de savoir donc, les liens qu'il y a entre l'EPST et nous. Nous, d'ailleurs, pour la formation ici, pour l'accès, on nous enseignait, donc il formait les éducateurs et les enseignants tous ensemble. Parce que nous avons un point commun, c'est le programme unique. Le programme que nous utilisons ici aux affaires sociales était vraiment initié, élaboré entre les experts de l'EPST et les experts sur les affaires sociales. Ceux qui ont fait sortir donc un seul projet et un seul programme pour encadrer cette catégorie. Mais nous collaborons dans le sens que, moi ici, il y a des enfants, parce qu'à l'EPST, il y a les degrés élémentaires. Les degrés élémentaires ici chez nous aux affaires sociales, c'est les premiers niveaux. Premier niveau, à l'EPST, c'est les degrés élémentaires. Degré moyen, ici chez nous aux affaires sociales, c'est deuxième niveau. Bon. Maintenant, troisième niveau ici chez nous aux affaires sociales, c'est les degrés terminaux. Maintenant, nos enfants qui sont en troisième niveau, donc à la fin, ils doivent présenter, ils doivent se mettre ensemble avec ceux qui sont dans l'enseignement formel pour présenter les tests de fin d'études primaires pour obtenir le certificat de fin d'études primaires. Ils font les tests ensemble, ensemble sans distinction. On les met ensemble, ils présentent ceux qui réussissent, on leur donne le certificat de fin d'études primaires. Mais ceux qui sont maintenant cette année, ça c'est la troisième année, nous organisons maintenant le quatrième niveau. Quatrième niveau qui vaut 7e et 8e à l'EPST. Ils doivent aussi présenter ce qu'on appelle TENASOSPE. Nous avons même des listes ici que nous avons déjà, voilà, les listes sont là, qui doivent présenter TENASOSPE. Mais ce n'est pas nous qui organisons les TENASOSPE, ce n'est pas nous qui organisons aussi un affaire, c'est EPST. Alors nous les recommandons ces enfants auprès de l'EPST pour qu'ils aillent maintenant là-bas. Mais après avoir présenté, ceux qui vont réussir, maintenant nous allons voir quels sont l'âge. Parce que là, vous voyez, à l'EPST, pour commencer l'école primaire, il commence à l'âge de 6 ans. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On peut commencer même 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Vous commencez, vous faites seulement 3 ans. Vous voyez, je peux vous donner un exemple. À l'Est, il y a la guerre là, qui est à l'Est. Mais cette guerre-là, il y a les enfants, les parents qui se retrouvent en bourse avec leurs enfants. Mais après 3 ans, vous voyez un enfant qui a fui la guerre à l'âge de 6 ans. Bon, après 3 ans, il est toujours en bourse. Il aura quel âge? Il aura 9 ans. 9 ans, on ne peut pas encore l'accepter à l'école primaire. On peut dire qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'il couvre. Maintenant, nous avons besoin de cet enfant-là. Maintenant, ici, à Lubumbashi, ces enfants-là, vous les recyclez comment? Vous les trouvez où pour les recycler? Donc, il y a un recensement. Donc, nous avons nos permanents qui sont dans les communes, qui font le recensement porte à porte pour dénicher les enfants qui sont encore en dehors du système éducatif. Ils viennent chez nous. Maintenant, ça. Dans la rue, maintenant. Il y a aussi ces enfants-là, c'était à l'époque on avait recensé cette catégorie des enfants qui étaient sur la rue, dans la rue, parce qu'il y a une différence entre dans la rue et sur la rue. Ces enfants. L'émission est aussi pédagogique. Merci. Maintenant, ces enfants-là, on les avait recensés. On avait créé un site, donc à la Kassaka. Le site existe. Pour les mettre ensemble, pour qu'ils soient appuyés, donc encadrés par l'État congolais. On leur donnait à manger, même la formation, ainsi de suite. Mais ces enfants-là ont fui.
Parce que, qu'est-ce que nous avons remarqué? Le matin, on leur donne les petits déjeuners. Après avoir mangé, vous les retrouvez encore au centre-ville. Mais à 12 h, ils vont encore vite pour aller manger. Après avoir mangé, ils rentrent encore. C'est moi qui non, ça fait bien. Alors il fallait les déplacer à une longue distance, c'est-à-dire à Lukuni. Nous avons mis là-bas, tout le monde a fui là-bas. Maintenant, voilà. Comment est-ce qu'ils fuient? Parce que vous, quand vous savez que ces enfants fuient leur logement, est-ce que vous n'avez pas de mécanismes pour les contraindre à rester? Parce que vous visez qu'ils soient utiles dans la société. Et pourquoi, donc, même ici à la Casa, les enfants croyaient que s'ils sont tout près de la prison, c'est-à-dire ils sont considérés comme des prisonniers. Ils étaient libres. Ils avaient vraiment cette mentalité-là. Ils disaient pourquoi on nous a mis ici tout près de la prison, c'est-à-dire on veut nous arrêter ou quoi. Mais là, même là-bas, il fallait mettre les gardes. Les gardes là, il fallait les payer. Vous voyez, avec la politique de notre pays, donc nous avons créé ce système, ce mécanisme-là, d'engager les gardes pour protéger les enfants pour qu'ils ne fuient pas. Maintenant, on a cassé ce système. Il fallait maintenant quelqu'un qui est là, qui est responsable là-bas, pour qu'il cherche son frère, pour le mettre là-bas. L'autre ne connaît pas le mécanisme comment encadrer ses enfants. Tout le monde maintenant. Donc c'est un système de protection. Maintenant, Monsieur Germain, est-ce que vous pouvez me donner les chiffres exacts de ces enfants que vous avez restitués les 2017, 2024 ou dans 2025? Donc, pour ceux qui ont terminé les NAFEP, l'école générale, les enfants que vous avez formés, vous? Oh, ça fait longtemps parce que nous avons commencé ce système depuis 2008. Okay. Nous sommes en 2025. C'est-à-dire que c'est un système qui a commencé depuis longtemps. Bien. En statistique, est-ce que vous avez une collaboration parfaite avec les centres de formation pour l'encadrement des enfants? Oui, c'est nous qui supervisons. C'est nous qui coordonnons les activités. Même ici, j'ai des rapports partout là-bas, des rapports, que ce soit les centres privés, que ce soit les centres officiels. Parce que nous avons un système. Pour les centres officiels, dont les rapports, c'est mensuellement. Pour les centres privés, c'est trimestriellement. Parce que c'est pour qu'il y ait un suivi. Mais même les jurys là, les jurys des cas que nous organisons aux finalistes, qui terminent dans des coupes et coutures, mécanique auto, menuiserie, ainsi de suite. Nous organisons ça au mois de juin. Maintenant, c'est nous qui donnons le brevet d'aptitude professionnelle. Le brevet d'aptitude professionnelle du ministère des Affaires sociales pour que ces enfants-là aillent se faire engager n'importe où. Parce qu'ils sont reconnus par l'État commun. Donc, vous, la fonction que vous donnez, c'est juste une formation professionnelle. Donc, il y a la théorie, il y a la pratique aussi. Tout. Donc, après qu'ils aient terminé leur formation, ils vont rester, ils vont aller là, ils veulent bien vous. C'est une bonne question d'abord. D'ailleurs, nous avons remarqué que depuis longtemps, les enfants là qu'on envoyait, parce que la pratique, on les faisait dans l'État, à la GECAMIN, à la SNCC. Après ça, mais la GECAMIN les engageait facilement. Ils disaient c'est une main-d'œuvre déjà bien quoi. Ok. Mais là, même à la SNCC, même partout là, on les envoyait, bon, c'était bien. Maintenant, pour le moment, comme la GECAMIN a failli à sa mission, la SNCC a failli à sa mission. Maintenant, on commence maintenant à les envoyer dans des garages partout là-bas. Maintenant, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que ces gens-là, après avoir terminé, ils n'ont pas d'emploi. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de société. Mais nous avons instauré notre système. C'est-à-dire que ce système-là consiste à ce que l'enfant termine, on lui donne des kits. Des kits. Dans les kits, c'est-à-dire il y a tout. Pour la mécanique auto, on lui donne les clés, tout ça. Pour la menuiserie, les scies, ainsi de suite. Pour que cet enfant-là se prenne lui-même en charge. Et s'il va s'en il y a un suivi pendant 3 mois. On doit faire un suivi pour voir s'il a un atelier, bien il a un garage. Mais même les filles qui terminent la coupe de couture, on leur donne des machines. Les machines, donc ils se mettent ensemble là-bas et commencent à coudre. Les revenus là, c'est pour eux. C'est pour eux, pour quand même, pour les servir. Quand on préparait cet entretien, vous avez parlé d'une certaine collaboration avec le ministère. C'est comment cette collaboration
est en train d'évoluer aussi. Ah, maintenant, il y a ceci. Hein. D'ailleurs, pour les PST, vous voyez, vous avez des preuves ici. Hein. Ça, nos enfants, nous, ce ne sont pas nous qui organisons quoi. Les Tenasospé et l'affaire, c'est les PST qui est habilité à organiser ça. Maintenant, nous, à notre niveau, il suffit seulement de recommander nos enfants auprès de l'EPST. Après ça, je n'ai pas dit, bon, il y a ceci. Maintenant, s'ils présentent ça, il y a question de l'âge. Il y a l'âge, nous avons parlé de l'âge ici. Il y a l'autre ici, chez nous, s'il y a 9 ans. Donc après 3 ans, il aura 12 ans. Maintenant, l'autre qui a commencé à l'école primaire à l'âge de 6 ans, il doit faire aussi 6 ans, il aura aussi 12 ans. Mais l'autre qui a commencé chez nous à l'âge de 9 ans, il a rattrapé son ami là-bas. Bon, ils vont dans le circuit normal. Maintenant, les filles, bien les garçons qui ont commencé chez nous à l'âge de 12 ans par exemple, hein, après 3 ans, il aura 15 ans. On ne peut pas l'accepter à l'école, à l'EPST. On dit maintenant qu'il m'a mayabo, on n'a pas qu'il m'a mayabo. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire avec ces enfants-là? Nous les orientons dans les centres de formation professionnelle pour qu'ils apprennent maintenant les métiers, pour qu'ils soient utiles dans la société. Après avoir terminé, on les donne l'équipe, ils se prennent eux-mêmes en charge. Une avant-dernière question. Est-ce que cette formation est établie chronologiquement ou c'est sur base de besoin? La formation dans les centres? C'est eux-mêmes qui choisissent. Donc, s'il y a un parent qui vient avec son enfant, il dit bon, on ne peut pas l'obliger qu'il soit dans la mécanique ou bien eux-mêmes vont choisir les filières de son choix. Non, je parle de la périodicité, c'est-à-dire ils vont venir n'importe quand, ou bien vous avez... Non. Il y a un programme bien établi. C'est-à-dire, on commence, nous, vous voyez par exemple, je vous donne un exemple, au mois de septembre, c'est ça la rentrée scolaire pour les PST. Chez nous, ce n'est pas la rentrée scolaire, c'est la rentrée de formation. Okay. La rentrée de formation, c'est-à-dire, on attend une semaine après les rentrées scolaires. Okay. Pourquoi ce retard-là? Nous attendons ceux qui n'ont pas eu la chance de se faire inscrire là-bas. Bon, ceux qui n'avaient pas les moyens de se faire inscrire, nous les ramassons. Nous les rattrapons pour qu'ils viennent maintenant aux affaires sociales pour continuer avec certaines filières de leur choix. Les affaires sociales, la division des affaires sociales, a combien de centres de formation en partenariat? Donc, les centres privés ou bien officiels? Ça dépend. Les privés, les officiels, les officieux. Mais maintenant, pour les CAP, nous avons 115 centres de formation professionnelle. Ici, à Lumbashi. Donc, à travers la province du Yokatanga. Maintenant, il y a les CRS dont nous parlons, c'est centre de rattrapage scolaire. J'allais vous parler que c'est un centre de rattrapage scolaire. L'État nous fait défaut. Dans quelques temps, dans quelques minutes, expliquez-moi ce que c'est la mesure politique de l'énergie. Ok. Bon, merci beaucoup. C'est-à-dire, les CRS, c'est-à-dire les centres de rattrapage scolaire. Le centre de rattrapage scolaire a été donc initié pourquoi? Donc, c'est parce que, vous voyez, ici chez nous au Congo, les moyens sont limités, surtout dans les familles. Hein? Alors, il y a des enfants là qui quittent prématurément les études pour diverses raisons. Peut-être les enfants, les parents sont décédés, les parents n'ont pas de moyens, tout ça, l'enfant chôme. Bon, il y a des autres aussi, peut-être à cause de la guerre qui est à l'Est. Hein? Ils ont pris la guerre, maintenant, pendant autant d'années, ils sont toujours en bourse. Bon, ils rentrent avec, il y a déjà une rupture. Mais c'est avec cette rupture-là que l'État congolais a songé qu'il faut faire un programme de rattrapage scolaire pour récupérer tous ces enfants-là pour qu'ils soient utiles dans la société. Donc, c'est pourquoi je vous ai donné déjà la différence entre niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Voilà. Bien, merci M. Zedar, c'est par cet entretien avec M. Germain Mourila, les chefs des bureaux de l'enseignement non formel, ici à la division des affaires sociales du Haut-Katanga, qui nous mettons fin à cet épisode d'enquête et magazine sur la RNC au Katanga. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à Aline Pankazadi qui était à la prise de son à la début. Nous avons été assistés par notre consoeur Elodie Moubakanjika. Cette émission est allée de sur toutes les plateformes numériques. Sur le son de la RNC au Katanga, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.